Bonsoir à toutes et à tous. La gauche gravement divisée et les droites qui attaquent l'autorité du chef de l'État. Au moment où nous commençons cette émission, l'affaire Leonarda reste une catastrophe politique. Quand on regarde les faits, on se demande comment une jeune fille de 15 ans et toute sa famille, en situation irrégulière, ont pu provoquer une pareille polémique. Voici en tout cas les invités de ce mot croisé en direct. Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, député maire de Provins. Jean-Marie Le Guen, député socialiste de Paris. Dans un PS divisé, vous avez renouvelé votre soutien au président Hollande et à Manuel Valls. Marine Le Pen, présidente du Front National et députée européenne. Eva Joly, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Hervé Lebras, démographe et historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche à l'Institut national des études démographiques. Et enfin, David Revaud-Dallon, journaliste politique au quotidien Le Monde. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne comme chaque semaine. Jean-Marie Le Guen, en ne voulant fâcher personne, François Hollande s'est mis tout le monde à dos, et notamment une grande partie du Parti socialiste. Le président a-t-il commis une faute politique ? Ah non, vraiment, je ne crois pas. Il s'est engagé, il s'est exposé d'un certain point de vue, mais il a rappelé les principes qui sont ceux de notre politique d'immigration. Il a fait par ailleurs un geste régalien qui était de tendre la main à cette jeune fille et à sa famille pour savoir si elle souhaitait être étudiante en France. Voilà, il a rappelé ce qu'était l'état de droit. Alors après ça, il y a eu beaucoup d'énervement autour de cette affaire, beaucoup d'émotions aussi, compréhensibles. Et puis, c'est vrai que la gauche n'a pas forcément toujours la culture du chef comme peut l'avoir la droite. Est-ce que vous le soutenez aussi quand il demande à une adolescente de choisir entre ses études et sa famille ? Non, c'était pas. Vous savez, il y a des milliers d'étudiants étrangers en France de l'âge de Leonarda qui, par ailleurs, ont une famille à l'étranger. Il y a des milliers de Français aussi qui sont dans des internats. Peut-être avez-vous. Moi, j'ai connu l'internat à son âge. Donc, si vous voulez, il n'y a pas des choses là qui me semblent aussi caricaturales que ce qui a été présenté. Il y avait un choix pour elle et pour sa famille. Un choix, j'allais dire, pour apaiser les esprits, un geste de générosité, et qui était fait. Est-ce qu'elle souhaitait, à titre personnel, puisqu'il n'était pas question de revenir sur la situation de sa famille qui avait été jugée, est-ce qu'elle souhaitait bénéficier de faire des études en France ? Elle ne l'a pas souhaité, c'est son droit. Après, il se trouve qu'on est dans un monde avec des télévisions qui sont en direct et qui donnent la parole de la même façon à un président de la République, puis après à une jeune fille de 15 ans. Mais je ne suis pas sûr, encore une fois, que ce qui est dérangeant, ce soit la communication du président de la République. Peut-être c'est aussi l'exploitation qu'il y a autour de tout ça. Alors Marine Le Pen, vous avez demandé ce matin la démission du président de la République. Oui, enfin, vous êtes sérieuse ? Non, mais enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, on m'a dit, est-ce que M. Valls doit démissionner ? Ben, je dis non. Si quelqu'un doit démissionner, à la limite, ce serait le président de la République. Donc vous avez bien demandé la démission du président de la République. Vous savez, l'actualité est cruelle. Car elle arrive toujours à mettre en confrontation des faits qui, si on les compare, effectivement démontrent là l'effondrement de l'autorité de l'État. Il s'est passé quelque chose de très grave. Aujourd'hui, on a appris que la NSA, donc une structure de nos amis, normalement de nos alliés américains, avait vérifié, surveillé, violé la vie privée des Français en vérifiant 70 millions de données personnelles des Français en un mois. Ça, je ne vois pas de rapport avec Leonarda pour l'instant. Je vous laisse terminer votre phrase, mais il va falloir qu'on passe au thème de l'émission. Et vous allez le voir. Bon. Ça mérite une intervention officielle du président de la République française pour venir d'abord rassurer les Français sur la capacité qui est celle de l'État français de les protéger et de les protéger dans leur vie privée. Ça nécessitait que le président de la République vienne s'expliquer auprès des Français sur ce qu'il comptait faire en conséquence de cet acte particulièrement inamical de la part des États-Unis. Non. En revanche, pour régler le problème d'une adolescente de 15 ans dont la famille objectivement justifiait 10 fois
d'être expulsés, dont personne n'a compris. Il n'y a pas un Français qui a compris pourquoi ça faisait 5 ans qu'ils étaient encore sur le territoire national, d'ailleurs payés en réalité par les Français, puisque leur présence était là lourdement subventionnée par les aides sociales, c'est-à-dire payée par les contribuables français. Et donc je pense que ce comportement ressemble beaucoup en réalité au président précédent. C'est la politique de l'émotion, celle dont il avait dit que lui, il ne ferait pas comme Nicolas Sarkozy. Je boucle avec votre pensée. Le président de la République ferait mieux de s'occuper de la NSA que du cas de Leonarda. Ah mais de la NSA, de GAD, de l'effondrement de l'agroalimentaire, de l'explosion du chômage, des cambriolages et de la multiplication des attaques à main armée, de l'hyperfiscalité qui est en train d'étouffer les Français. Oui, de tout ça. Il y a 1000 autres sujets qui devraient mobiliser le président de la République plutôt que cette affaire-là. Mais c'est de Leonarda dont on va parler ce soir. Christian Jacob, vous avez jugé ce matin irresponsable, vous, les propos de François Hollande. En quoi est-il irresponsable alors que l'expulsion est maintenue ? C'est vent de panique au plus haut niveau de l'État. On assiste en direct à l'explosion de la majorité parlementaire. Mercredi dernier, j'interrogeais le Premier ministre à l'Assemblée et on voit bien dans ses premiers éléments de réponse, il s'interroge à haute voix pour savoir si la famille ne doit pas revenir au complet. Alors il le fait certes pour tacler son ministre de l'Intérieur, mais en même temps, le président de l'Assemblée nationale, lui, nous explique que les valeurs de gauche doivent l'emporter sur les lois de la République. Monsieur Peillon va tacler également son collègue. On assiste à une majorité parlementaire qui est en train d'exploser. On avait le président du chômage, on avait le président des impôts, on a le président de la chienlit aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on fait pour avoir un président de la République qui se met dans cette situation, c'est-à-dire où il ne tranche pas, il est dans son rôle de premier secrétaire, quand le premier secrétaire est dans le rôle de président de SOS Racisme. Mais personne n'assume les responsabilités qui sont les siennes. Et voir le président de la République mettre en quelque sorte un genou à terre devant une enfant de 15 ans et dialoguer en direct avec elle, ça a quelque chose d'affligeant. Et c'est effectivement irresponsable sur le plan politique parce que ça met à mal la loi républicaine et notre capacité de mettre en place une politique d'immigration. Et puis, ça l'est aussi sur le plan du droit, puisqu'on est à mi-chemin entre deux positions qui pourraient être celles qui était celle du Premier ministre dans un premier temps, c'est-à-dire de remettre en cause les lois de la République en disant on fait revenir la famille, ou au contraire de dire la loi s'applique, point. Alors, le Premier ministre avait adossé ça au fait qu'il ait pu y avoir une erreur de la police ou une faute commise dans le processus. On sait aujourd'hui que la faute n'a pas eu lieu. Vous savez pertinemment qu'il n'y en avait pas. Je termine ce premier tour de table. Eva Joly, vous demandiez, vous, le retour de Leonarda. Oui. François Hollande lui propose de revenir, mais seul. Est-ce que ça vous convient ? Cela ne me convient pas. Je pense que notre président de la République souffre d'une difficulté à prendre des décisions claires et que là, il a hésité entre ceux pour qui le départ et l'expulsion de Leonarda et de sa famille et le fait de la sortir du bus, où ça les a révoltés, et ceux qui pensent qu'il y a trop de Roms en France. Il a voulu trancher entre les deux. Et il a donné une décision absurde. On ne demande pas à une gamine de 15 ans de revenir toute seule dans le pays sans ses parents. Vous savez que le rapport précise que la loi a été scrupuleusement respectée. Vous y êtes forcément sensible, Eva Joly. En quelque sorte, que vouliez-vous de plus ? Ce que je veux, c'est que nous respectons nos principes et que le principe d'égalité, de liberté, de fraternité doivent prévaloir. Et je suis très reconnaissante à la jeunesse de notre pays de l'avoir compris et d'avoir manifesté pour dire combien ils étaient choqués qu'une lycéenne ou une écolière avait été extraite de bus dans lequel elle se trouvait. David Revaud-Dallon, pourquoi François Hollande a-t-il finalement décidé d'intervenir lui-même au risque de se fragiliser un peu plus ? On l'a vu, le tour de table qui vient d'être opéré résume parfaitement la situation. On a un PS qui peine, qui a les pires difficultés effectivement à expliquer cela, et puis un UMP, un FN et des Verts, et puis on pourrait parler aussi de Jean-Luc Mélenchon qui s'engouffre dans la brèche, et c'est boulevard pour tout le monde, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision qui n'était pas celle de l'Élysée initialement ? C'est M. Valls ou M. Ayrault qui devaient s'exprimer, ce qui était une manière de se protéger pour le président. Or, François Hollande a considéré qu'il devait lui-même intervenir, d'abord parce que sa parole était, considérait-il, attendue,
dans le contexte actuel. C'était sans doute une erreur d'appréciation puisqu'il s'est retrouvé effectivement en première ligne. Et puis deuxièmement, s'agissant du geste proposé à l'égard de Leonarda, c'est-à-dire une forme de, entre guillemets, grâce présidentielle. C'était un geste un peu régalien, effectivement, ça a été dit. C'était à lui de le faire. Ce faisant, il a décidé très vite, dans la matinée, samedi matin, d'opérer cette intervention. Ça n'a pas été très bien préparé. Certains lui avaient conseillé de temporiser, il n'en a rien fait. Et donc, on en est arrivé à une intervention qui, dans la forme, était pas forcément excellente, et puis qui, sur le fond, finalement, rajoute à cette impression de flou, et qui fait que tout le monde peut estimer l'avoir emporté sur le plan symbolique, mais évidemment pas le président de la République. La réponse est il a choisi la moins mauvaise des solutions, c'était en sachant qu'il était contraint d'y aller. C'était absolument ce qu'il considérait. Il considérait qu'il n'avait pas le choix et que quelle qu'ait été la solution, s'il avait décidé d'offrir le retour à la famille, ce qui n'a pas vraiment été envisagé, puisque d'un point de vue juridique, c'était la pire des solutions, ou bien de ne pas accorder le droit de retour à Leonarda, eh bien de toute façon, la solution était très mauvaise. Hervé Lebras, pourquoi cette affaire divise-t-elle d'abord à gauche? D'abord à gauche. C'est pas étonnant de voir que la gauche soit plurielle, comme on disait à une époque, ou multiple. Là, il y a eu une première gauche, une seconde gauche, et je trouve qu'au fond, les deux sont assez bien exprimés. Ce qui est problématique pour moi, c'est deux aspects des choses, c'est-à-dire que autant c'est bien que des députés, que même le président de l'Assemblée nationale s'exprime et n'exprime pas forcément un accord avec le gouvernement, autant c'est le problème à l'intérieur du gouvernement, qui est une cacophonie. Là, on a un vrai problème. Mais que le reste, que Harlem Désir s'exprime différemment, tant mieux. On a suffisamment reproché à des députés de droite d'être des godillots, c'est-à-dire de suivre aveuglément ce que disait le Premier ministre. Là, on est loin des godillots. Oui, mais là où on est loin, c'est au niveau du Conseil des ministres, au niveau du gouvernement. Et là, je pense que c'est vraiment problématique. Et je pense effectivement, comme ça l'a été dit, que François Hollande a cherché à satisfaire les uns et les autres. Je voudrais ajouter un point, quand on dit il fallait respecter la loi. Bien sûr, nous sommes tous d'accord pour le respect de la loi. Mais il faut voir de près la loi, le mot est bien fort. C'est une accumulation à bracadabrang de règlements, de circulaires, de lois qui ont été superposées. C'est extrêmement compliqué. Il y a un réel problème derrière cette question dite de la loi. Il faut, je pense, et ça serait plutôt la conclusion que je tirerais de cette affaire, il faut vraiment reprendre à la base ces questions de loi sur le droit d'asile. On va détailler toutes ces questions, je vous le promets. Quand même, pendant qu'on est en train d'évoquer la question du gouvernement, Eva Joly, est-ce que vous estimez que les ministres verts doivent rester au gouvernement après cette affaire et après ce que vous venez de nous dire? Je souhaite le succès de ce gouvernement et je souhaite que François Hollande se ressaisisse dans cette situation-là comme dans d'autres. Et je pense que les ministres Europe Écologie, les Verts, font un très bon travail au gouvernement. Alors, Jean-Marie Le Guen, des ténors de la majorité, dont le premier secrétaire du Parti socialiste, ça vient d'être rappelé, et le président de l'Assemblée nationale ont critiqué ouvertement le gouvernement. Le Parti socialiste peut-il exploser ? Non, je ne le crois pas. Il existe à gauche différentes sensibilités sur ces questions d'immigration. Il y a ceux qui sont plutôt sur une ligne, eh bien, on doit laisser la totale liberté d'immigration. Ils sont minoritaires, très minoritaires. Et puis, il y a ceux qui se sont finalement retrouvés dans les engagements du président de la République. De ce point de vue, on ne part pas de rien, on part de quelque chose de très précis. C'est l'engagement 50 qu'il a pris pendant la campagne présidentielle, qui vaut non seulement par rapport aux Français, mais qui vaut dans toute la majorité. Vous vous rendez compte quand même de ce qui s'est passé pendant une semaine, là ? Non, je pense que franchement, il y a eu Et vous n'allez pas m'expliquer que sur les télévisions d'information continue qu'on crée le phénomène. Elles y contribuent d'une façon ou d'une autre, nous aussi ce soir. Enfin voilà, il vient d'y avoir de très graves perturbations au sein de la gauche en général et de la gauche de gouvernement qui est aux affaires en ce moment. Je ne crois pas, sincèrement. Je pense qu'il y a pu y avoir effectivement des prises de position de sensibilité. Je le reconnais, et c'est normal aussi, non pas à cause du cas, mais parce qu'il y avait un mouvement social de la jeunesse, et qui, effectivement, interpelle au premier rang la gauche. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une réaction dans l'émotion, d'une part, et dans la sensibilité à cette jeunesse, mais je ne crois pas que ce soit développé des orientations. Personne, en tout cas personne dans le Parti socialiste ne demande, par exemple, d'appliquer une orientation sur l'immigration qui serait la régularisation ou l'absence de régulation de cette immigration. Nous sommes tous, d'une part, pour
une immigration qui soit maîtrisée. Deuxièmement, s'agissant précisément de la circulaire de novembre 2012, à aucun moment cette circulaire n'a été contestée, ni dans la majorité, ni au gouvernement, bien évidemment, et elle n'est toujours pas contestée. Donc il y a une orientation qui est là et qui s'applique. Maintenant, nous sommes dans une société... Je vous parle de la situation politique. On va parler ce soir immigration, on va parler des reconduites à la frontière et de toutes ces questions. Là, je vous parle de la crise politique. Mais la crise politique, il n'y a pas de crise politique. Il y a des positionnements politiques qui existent, avec des compétitions qui, de mon point de vue, et je vous rejoins de ce point de vue, je pense qu'il serait temps que le Parti socialiste joue groupé, que la gauche joue groupé, et qu'on fasse baisser les tensions et les volontés d'exister à titre personnel. Et un président qui se retrouve quasiment piégé à devoir dialoguer d'égal à égal avec Leonarda Dibrani et son père. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est absolument désastreux pour l'image du chef de l'État? David Revaud-Dallon en a parlé, c'est un problème de mise en scène, il n'a jamais discuté. Je reconnais qu'il y a deux images qui se succèdent, mais il n'y a pas eu de discussion entre le président de la République et cette jeune fille. Il y a eu une intervention et immédiatement après, on demande à la jeune fille de réagir. Donc, du point de vue visuel, vous avez ce dialogue, mais dans la réalité, il n'y a pas de dialogue. Ce qu'a dit François Hollande, il n'a dit qu'une seule chose, il a rappelé le droit et ses engagements politiques. Et il n'a pas varié d'un millimètre sur cette question-là. Après, il fait un geste régalien d'ouverture et d'apaisement. Moi, je veux bien qu'on considère que c'est un élément de faiblesse lorsqu'on essaye d'apaiser, puisqu'on a des lycéens dans la rue. C'est aussi un sujet, et je sais que Mme Le Pen, ça n'a pas l'air de vous satisfaire, mais moi, je me sens effectivement comptable de ce mouvement des lycéens qui a de la générosité, de la volonté et qui croit aux valeurs de la République. Et quand un président de la République s'adresse à sa jeunesse, il a le droit aussi de rappeler qu'il partage ces valeurs, même si, évidemment, en responsabilité, il doit appliquer le droit et faire appliquer les engagements qui sont les siens et qui ont été pris pendant la campagne, qui sont celles de la régulation. Un combat implacable, disait-il, contre l'immigration illégale. Marine Le Pen. Monsieur Le Guen, la France n'est pas dirigée. Voilà ce que les Français ont compris cette semaine. La France n'est pas dirigée. Il n'y a plus d'État. La réalité, c'est que vous êtes en train de vous-même de dire qu'il y aurait d'un côté les valeurs de la République et donc, j'en conclus, de l'autre côté, les lois de la République. Non, madame, non. ça, je les lois et ne les valeurs de la dire République cela, sont indissolublement liées, voyez-vous. Et par conséquent, on ne peut pas notamment en même temps aller à l'encontre de vous. la loi, aller à l'encontre de la loi, sous prétexte que le Parti socialiste exprimerait des valeurs, etc., qui seraient divergentes. Moi, je trouve hyper inquiétant la situation. Et je suis pas la seule. Croyez-moi, tous les Français ont trouvé hyper inquiétant ce qui s'est passé. Parce que si le président de la République en vient à faire une allocution officielle, parce qu'il y a 4000 lycéens gauchistes, permettez-moi quand même, on ne va pas se raconter d'histoire entre nous, bon, 4000 lycéens gauchistes, dirigés par les syndicats gauchistes étudiants dans la rue, mais qu'est-ce qui se passera demain, lorsque le président de la République sera peut-être amené à gérer une crise grave? C'est ça ce que se disent les Français aujourd'hui. Alors je vais vous dire, Madame Le Pen, il y a eu des crises graves dans ce pays. Quand il a fallu intervenir au Mali, le président de la République a été là, et je crois que tout le monde, pour le coup, a reconnu la manière dont il avait pris ses responsabilités de chef d'État. Ça semble plus facile pour lui, effectivement, d'envoyer l'armée. Vous êtes toujours inquiète de tout, Madame Le Pen. C'est d'ailleurs la caractéristique de votre mouvement, c'est l'inquiétude et c'est la peur que vous voulez faire partager aux Français. C'est ça le problème, et c'est ce contre quoi, effectivement, les jeunes ont réagi. Moi, je crois que les Français, ils veulent rétablir l'autorité de l'État, ils veulent rétablir nos frontières, ils veulent une application de la loi et ils veulent un retour à un fonctionnement démocratique. Et c'est la raison pour laquelle ils se détournent de plus en plus du Parti socialiste et accessoirement de l'UMP qui a mené exactement la même politique que celle que l'on reproche à François Hollande aujourd'hui. Christian Jacob, puis Eva Joly qui voulait intervenir. D'abord, sur le sujet, on est sur des politiques très différentes. D'ailleurs, avec deux circulaires qui viennent d'être pris, auxquels faisait allusion Jean-Marie Le Guen à l'instant, qui ont permis de faciliter les conditions. La circulaire Guéant, la fin de la mise en résidence des familles, le fait qu'on a pris des critères justes maintenant sur justement la régularisation, avec la prise en compte du fait que les enfants scolarisés devaient être pris en compte pour les régularisations. Voilà un certain nombre d'éléments et la politique de naturalisation qui est très différente de votre politique. Christian Jacob reprend la parole. Effectivement, tout à fait différente. C'est pour ça que M. Valls a pris des positions très différentes avec ces deux circulaires, avec l'AME. Vous avez remis en place l'aide médicale d'État. Pensez à nos téléspectateurs. Qui coûte aujourd'hui entre 7 et 800 millions d'euros au budget de la France, où on avait mis en place un forfait
et un panier de soins. Et aujourd'hui, tout cela, les vannes ont été réouvertes complètement. Ça a été la même chose sur les conditions de naturalisation. Ça a été la même chose sur les critères de régulation. Donc, de régularisation. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Mais je veux revenir sur la question que vous évoquiez sur ce qui se passe aujourd'hui. On est effectivement face à un vent de panique. Et la panique au plus haut niveau de l'État. La majorité présidentielle a explosé. On voit aujourd'hui les communistes qui ne votent plus aucun texte, les Verts qui se démarquent systématiquement, même les radicaux. Le débat sur la retraite, au moment du vote sur la retraite, 63 députés de gauche qui ne votent plus la retraite. Donc il n'y a plus de majorité présidentielle et la majorité parlementaire est en train de voler en éclats. Le président de la République panique et prend des décisions qui sont irresponsables. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises et que je maintiens parce que c'est irresponsable de s'être comporté de cette manière. Ça n'est pas digne d'un président de la République. Eva Joly. Je voulais dire que Marine Le Pen vraiment réduit le rôle des lycéens et des jeunes. Le problème des lycéens et des jeunes n'est pas l'immigration. Il y a une énorme étude faite par France 2. 200 000 jeunes ont répondu entre 16 et 34 ans. 70% d'entre eux veulent quitter la France et pour 75% d'entre eux, l'immigration est une richesse. Donc on ne peut pas réduire le mouvement des lycéens à un mouvement de quelques gauchistes. C'est très profond. Et ils disent aussi que ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'injustice de notre pays, c'est le problème de répartition des richesses et c'est la place qui a pris l'argent. Donc nous avons un problème de la jeunesse. C'est pour ça que le Front National est le premier parti chez les jeunes, Madame Eva Joly. On réagit pas simplement à Leonarda, ça les a choqués, mais ils ont réagi aussi, il ne faut pas oublier que c'est la même semaine que Lampedusa et c'est la même semaine que Malte. Et cela est insupportable. Et cela montre bien que notre politique d'immigration, où nous pensons que nous allons pouvoir fermer les frontières, c'est cela qui ne va pas. On va spécifiquement s'arrêter sur le fond de l'affaire et le cas de Leonarda. Je vous pose tout de suite une question à nouveau, Eva Joly. Si la jeune fille avait été interpellée, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, à son domicile, l'expulsion aurait-elle été moins contestable à vos yeux? C'est sûr que le fait de l'interpeller d'activité périscolaire est plus choquante. C'est certain. On est en train de se battre pour l'histoire de bus scolaires. C'est tout le problème de l'immigration. Ça ne change pas grand-chose au fond de l'affaire. Et c'est le problème des Roms. C'est la situation faite aux Roms en Europe qui est un problème. Et c'est aussi à quoi réagissent les jeunes. Vous savez que l'Union européenne a des crédits pour l'insertion des Roms qui ne sont pas utilisés parce qu'il faut que les collectivités locales financent un quart des logements, par exemple, et qu'il y a une résistance. Les Roms sont aujourd'hui les intouchables européens, comme en Inde. Et ils ont des droits, et nous avons du mal à faire accepter que cette communauté, ils ne sont que 17 000 en France. Ce n'est rien. Ça n'était pas ma question, mais vous pouvez tout à fait aborder ces questions-là qui ont été en revanche évoquées récemment dans un mot croisé, mais je vous repose ma question. Une gamine qu'on réveille à 6 h du matin avec les forces de police qui arrivent chez elle, est-ce que ça vous paraît plus ou moins brutal qu'une arrestation dans un bus scolaire qui s'est fait, et on le sait aujourd'hui, on va dire le plus calmement du monde, quels que soient les aspects difficiles de ce genre de situation? C'est dans un contexte, c'est dans le contexte du sort fait aux Roms, c'est dans le contexte fait aux migrants que cela est insupportable. Jean-Marie Le Guen, la Fidèle, le syndicat lycéen, demande aujourd'hui aux députés de voter une loi pour interdire l'expulsion des jeunes scolarisés. Que leur répondez-vous? Ce n'est pas possible de cette façon-là. Pour dire les choses très clairement, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est ce que permet la circulaire de novembre 2012 et qui dit très clairement que lorsqu'il y a un enfant scolarisé, ceci a un effet de prise en compte pour la régularisation des parents. Mais il faut d'autres conditions. Ça ne peut pas être la seule condition. Quelle autre condition il faut? Il faut que les parents... Pardonnez-moi, j'insiste, la scolarisation ne vaut pas... Un billet automatique, c'est un argument fort, mais ce n'est pas un billet automatique pour la régularisation de l'ensemble de la famille. Ce que dit la circulaire, qui existe depuis 1 an, donc, et qui n'a été critiquée, à ma connaissance, par personne. Dieu sait que c'est un document important. Eh bien, cette circulaire disait, on doit prendre en compte
effectivement la présence à l'école de l'enfant. Ceci donne, j'allais dire, un élément important pour aller vers la régularisation de la famille, mais il faut aussi que la famille 3 soit ans de scolarisation et 5 ans de présence des parents. et une volonté et les moyens de s'intégrer. C'est sur ces 4 critères-là que depuis novembre 2012, on regarde et on favorise effectivement la régularisation de familles dont les enfants sont scolarisés, mais pas sans les autres conditions. Aux jeunes gens de la Fidèle qui demandent cette loi pour interdire l'expulsion des jeunes scolarisés, l'un et l'autre, vous répondez quoi? Christian Jacob. La réponse est clairement non. Si on veut faire de l'école un sanctuaire, aujourd'hui, on a une circulaire, qui est la circulaire de 2005, qui permet, qui dit la chose suivante, d'éviter effectivement les interpellations dans le cadre scolaire. Mais vouloir le sanctuariser, ça n'a pas de sens. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est plus choquant que ce soit à l'école ou dans une colonie de vacances pendant les périodes de vacances, ou que ce soit au milieu d'une réunion de famille, ou dans un supermarché, ou dans un centre-ville? La loi doit s'appliquer. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est qu'effectivement cette famille soit depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 demandes d'asile. Et c'est là qu'il faut retravailler les fondamentaux de notre politique d'immigration, parce que je pense qu'il faut limiter ces possibilités de demande à répétition d'une part. D'autre part, les durées de scolarisation ne peuvent pas être un critère en soi. De la même façon que lorsque Manuel Valls donne la possibilité par sa dernière circulaire de dire qu'un quelqu'un qui a été clandestin, ça ne fait pas obstacle à sa régularisation. Pour moi, ça doit faire obstacle, parce qu'à partir du moment où on fraude la loi délibérément, ce qui a été le cas, ce sont des obstacles à la régularisation. Et donc la demande de la Fidèle aujourd'hui et des mouvements de gauche n'est absolument pas acceptable de mon point de vue. Réaction sur la Fidèle Marine Le Pen, si vous voulez bien. Puis j'ajoute une question, c'est le gouvernement a donc décidé, c'est l'expression qui est utilisée, de sanctuariser l'école et les activités scolaires en matière d'expulsion. Est-ce que vous, présidente de la République, si vous l'étiez, vous envoyez quand même la police à l'école? Non mais moi je vais régler le problème. Je vais répondre d'ailleurs à ce que dit M. Lebras tout à l'heure en disant on n'arrive plus à s'y retrouver. Alors avec moi on s'y retrouvera, puisque moi je considère que... Et vous envoyez la police à l'école dans des cas pareils? Mais laissez-moi terminer ma phrase, soyez mignon, juste 2 minutes quoi. Bon. Quelqu'un qui entre ou qui se maintient sur le territoire de manière illégale ne devrait pas se voir la possibilité d'être régularisé. Voilà. Au moins, ça règle le problème. Car c'est évidemment une pompe aspirante de l'immigration clandestine. Tout clandestin espère, quand il vient sur le territoire national, être régularisé. Il a d'ailleurs raison, que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, 32 000 sont régularisés chaque année. Il faut couper l'intégralité des pompes aspirantes, car le problème de l'immigration est devenu un problème insurmontable. Il faut supprimer le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité française. Il faut supprimer l'AME. Il faut supprimer les aides sociales aux clandestins. Il faut supprimer l'accès aux logements sociaux aux clandestins. Il faut supprimer le titre de séjour renouvelable automatiquement, d'ailleurs, comme va le faire voter M. Valls, mais après les élections municipales, hein, parce qu'on prend des risques, mais pas trop quand même. Hein. On veut quand même pas se faire sanctionner, parce qu'on sait que les Français sont contre l'allongement de ces titres de séjour. Il faut couper l'énorme aspirateur qu'est la France de l'immigration clandestine, car sinon, si on lance des signaux comme celui qui vient d'être lancé aujourd'hui par François Hollande, mais qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy pendant le dernier mandat. Souvenez-vous, il y avait eu aussi une histoire de quelqu'un qui avait été arrêté en allant chercher un gamin à l'école. Alors tout de suite on l'a relâché parce que un certain nombre d'associations immigrationnistes avaient exprimé leur désaccord. Bon, voilà, il faut arrêter tout ce qui peut rendre notre pays attractif à l'immigration clandestine. Et là au moins les choses seront claires et croyez-moi, du coup, la France ne sera plus un pays aussi attractif qu'il l'est aujourd'hui. Alors, Hervé Lebras, la notion d'aspirateur et les mesures qui pourraient être à immigration illégale, bien entendu, et ce que vient de nous décrire Marine Le Pen, c'est-à-dire le fait d'annuler un certain nombre de mesures qui permettent notamment aujourd'hui de scolariser les enfants. Qu'en pense le spécialiste de l'immigration ? Ça m'apparaît doublement irréaliste de 2 points de vue. D'abord, un énorme aspirateur,
la France est plutôt un petit aspirateur par rapport à la plupart des pays du même niveau économique. Le problème de cet énorme aspirateur, en fait, et le dernier rapport de l'OCDE le montre très bien, se pose pour des petits pays. On l'a vu pour Malte, on le voit en partie pour la Grèce actuellement, mais ne se pose pas pour des grands pays, et particulièrement pas pour la France. Alors maintenant, est-ce que ça va décourager des sans-papiers de venir en France? Il faut savoir que c'est pas dur de venir en France. Il faut pas croire qu'ils arrivent tous à la nage. 3 sans-papiers sur 4 sont venus avec un visa, sont venus de façon tout à fait régulière. Et puis, ils restent en France. Et puis, au bout d'un certain temps, alors... si on empêche les régularisations, effectivement, leur nombre va s'accroître. C'est à ce moment-là que ça deviendra un véritable problème. Or, c'est donc une manipulation des chiffres, en réalité, pas des du naturalisations. Pas du tout. C'est une les façon de maintenir le nombre le nombre des sans-papiers à un niveau qui est, de la vie générale, un niveau faible, particulièrement pour la France. On n'est pas les États-Unis. Oui, avec les Mexicains. Oui, mais monsieur, la différence, c'est qu'aux États-Unis, ils ne sont pas intégralement pris en charge par la communauté nationale sur le plan financier. Mais vous oubliez une chose, c'est que vous êtes tout le temps à regarder le côté négatif de la balance, mais vous oubliez que je regarde le coût parce que c'est les Français qui payent. Les taux d'emploi, l'activité, des par exemple, l'équivalent de l'AME, ça existe dans tous les hôpitaux des États-Unis, par exemple, madame. Oui, quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner, même aux États-Unis. Il n'y a que vous pour l'interdire. Il n'y a que vous pour l'interdire. Vous êtes la seule au monde à le faire. Loger gratuitement aussi. Non, loger gratuitement, ça n'existe pas en France, madame. N'essayez pas de répondre des rumeurs qui sont fausses. On les connaît, les rumeurs du 9-3. Les clandestins ne sont pas logés, monsieur. Mais non, madame. Dans des situations d'urgence. Ils sont en général, malheureusement, dans des situations de logement qui sont très, très connues par ailleurs. Les marchands de sommeil, qui sont des phénomènes que vous avez déjà analysés et qui sont bien connus. Assez nombreux, 54% sont logés dans des hôtels aux frais de la République. Et je ne parle pas du reste. Monsieur, la scolarisation des enfants dont vous parlez, elle a un coût, figurez-vous. Et ce coût, il est très lourd pour les Français, voyez-vous. C'est, je crois, en primaire, 6 000 euros par enfant. Je crois que c'est en secondaire, 8 000 euros par enfant et par an. Ça a un coût, tout cela. C'est comme ça que la France se fait, madame. La France est un pays d'immigration. La France, 30% des Français ont un des grands-parents qui est d'origine étrangère. À la clandestinité. Mais madame... Vous incitez à la clandestinité. Bien, monsieur Le Guen, très bien, les Français apprécieront et je pense s'en souviendront. Marine Le Pen, on va laisser d'abord Hervé Lebras terminer sa démonstration et son explication. Et par ailleurs, je lui demanderai ce que coûte le prix d'une expulsion. Parce qu'en effet, alors, sur la question, intéressant de nous informer là-dessus. Sur la question du coût des enfants, on oublie de dire que la plupart des sans-papiers travaillent, payent leur cotisation à la sécurité sociale, donc ils participent à l'effort national. On oublie aussi toujours de dire une chose, c'est que comme ils sont arrivés à un âge compris, disons, entre 18 et 25 ans ou 30 ans, c'est la pic de l'immigration en termes d'âge, l'État français n'a pas eu à payer leur éducation. C'est un énorme bénéfice d'ailleurs que l'Allemagne vient de comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne, au lieu de chercher maintenant à relever sa natalité, elle pense qu'elle n'y arrivera pas, est en train de pomper des cerveaux de tout le reste de l'Europe parce qu'elle n'a pas à payer leur formation. Mais on paye l'éducation pour leurs enfants lorsqu'ils vivent sur notre territoire. Oui, bien sûr, mais l'immense majorité de l'immigration... J'entends bien. Les enfants représentent très peu maintenant dans l'immigration. C'est ce qu'il faut voir aussi. Si vous prenez le rapport officiel au Parlement, vous verrez que les enfants représentent maintenant 5 à 6% seulement de l'immigration. C'est fini l'époque des familles qui arrivaient avec 6 enfants et tout ça. Le cas qui s'est produit de Leonarda est totalement aberrant par rapport à ce qu'on connaît de l'immigration. On va y revenir. Qu'est-ce que vous connaissez, monsieur, de l'immigration réellement, à part ce que vous avez lu dans les rapports de l'OCDE? Il y a le rapport au Parlement, vous avez l'air de mépriser le rapport au Parlement, vous avez l'air de mépriser absolument tous les organismes en France qui s'occupent de cela. Mais vous êtes comme dans votre parti, vous méprisez les statistiques, vous croyez comme ça quand vous promenez dans la rue. Qui ne se rend pas compte que ce que vous dites est en totale déconnexion avec la réalité qu'ils vivent. Alors continuez à dire ça, mais vous n'arriverez à convaincre personne. Vous êtes en déconnexion totale. C'est un des gros problèmes de la France, c'est-à-dire que la France ne croit plus à la réalité des choses. La France et une partie de vos électeurs sont dans le fantasme le plus absolu. Et à ce qu'elle vit. Marine Le Pen, s'il vous plaît. Alors, Christian Jacob, en 2011, puisqu'on est dans les questions d'argent, 10 000 euros ont été proposés par l'administration à cette famille pour qu'elle rentre au Kosovo. Une somme pareille, est-ce que vous trouvez ça normal ? En 2011, le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy. Je sais très bien. Voilà. Je pense qu'il faut
pose les choses différemment. On a un sujet aujourd'hui d'attractivité sociale qu'on ne peut plus se permettre de financer tel qu'il a été financé. La proposition que nous avons faite d'ailleurs à l'initiative du groupe UMP, c'est une proposition que nous avons faite. Avant d'aborder cette question, je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Trouvez-vous normal? Non, mais je vous ai dit que non. Attendez, je suis très clair. Je vous ai dit que non. Donc c'était une erreur sous Nicolas Sarkozy. Très bien. Mais oui, et je vais aller plus loin. Je pense donc Manuel Valls a bien fait aussi de réduire ses prestations. Sur l'attractivité sociale, oui, mais attendez, je dis ce que je dis, mais ne me faites pas dire l'inverse. Sur l'attractivité sociale, je dis qu'il faut revenir sur un certain nombre de choses, comme nous l'avons fait au groupe UMP, avec notamment le minimum social, le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. On a obligé à avoir 10 ans de résidence en France, il y avait 5 ans. Il faut revenir de la même façon sur le RSA. Sur l'AME, il faut revenir à une logique d'AMU, c'est-à-dire d'aide médicale d'urgence, et non pas dans un système ouvert tel qu'il est aujourd'hui, où le forfait a été supprimé, où le panier de soins a été supprimé dès que la gauche est revenue au pouvoir. Donc il y a un certain nombre de sujets d'attractivité sociale. Parallèlement à cela, il y a d'autres sujets qui sont plus compliqués et qu'il faut poser sereinement, qui sont ceux des fondamentaux de notre politique d'immigration. Je pense au sujet du regroupement familial. Il faut se poser cette question. C'est 46% aujourd'hui, à peu près, des immigrés qui viennent en France, qui viennent pour des raisons familiales. Sur les conditions de résidence, je pense qu'on peut poser ça tranquillement et regarder comment fonctionne notre politique. Sur les mariages, moi je suis maire, on a tous cette situation où on marie des ressortissants français avec un ressortissant étranger. Et là, le fait de résider depuis 3 ans en France fait que, de fait, il n'est plus expulsable. Eh bien, je pense qu'une personne qui est en situation irrégulière doit rester expulsable et que la loi doit pouvoir s'appliquer. Vous voyez, il faut à la fois... Même si elle se marie. Bien sûr, le mariage est un droit fondamental. Bien évidemment qu'on n'interdit pas le mariage. En revanche, c'est pas, paraît-il, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 4 et l'article 20 de mémoire. Bien. Vous avez manifesté beaucoup sur le mariage, mais je vois que vous le considérez d'une drôle de façon, là, dans les propos que... Non. Le mariage, ça ne vaut pas, quoi. Un Français qui se marie, ça n'existe pas. Non, mais enfermez-vous dans vos fantasmes, monsieur Le Gouet, et regardez la politique. Vous venez de dire qu'il fallait vérifier que l'époux ou l'épouse... Bien sûr, bien sûr. Donc le mariage, c'est quand même pas très sérieux. Bien sûr, le mariage est un droit fondamental. En revanche, quelqu'un qui est en situation irrégulière, ça n'est pas parce qu'il se marie qu'on doit accepter qu'il reste en situation irrégulière et qu'il ne soit plus expulsable. Dans mon esprit, il doit pouvoir demeurer expulsable. Parce que sinon, effectivement, on a des dérapages et on a des excès auxquels on arrive. Et effectivement, les thèses de Mme Le Pen peuvent l'emporter parce qu'on est sur cette dérive. Et c'est pour ça qu'il faut reposer ces fondamentaux. Et nous sommes bien d'accord, j'insiste, même s'il se marie, pardonnez-moi, même s'il se marie ou si elle se marie avec un Français. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis maire. Je suis le seul à être maire ici autour de la table. Vous avez été 10 ans au pouvoir. Je suis le seul à être maire ici autour de la table. Je connais cette situation. Vous n'avez jamais marié personne. Moi, je le fais toutes les semaines. Mais oui, mais je suis confronté à la réalité du quotidien. Vous n'y êtes pas confronté. Vous avez été pendant 10 ans au pouvoir, M. Jacob, pendant 10 ans. Oui, pourquoi vous n'avez pas fait tout ça? Mais nous avons fait un certain nombre de choses. On vous a jamais vu à nos côtés. Sur l'AME, on vous a jamais vu à nos côtés. Non, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, comme vous êtes au Parlement européen. Vous venez, vous prenez les indemnités, vous en allez, vous ne faites rien dans votre travail de parlementaire, madame. Vous êtes aujourd'hui une des moins présentes au Parlement européen. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. C'est un argument de fond. Parce que quand on est député, on travaille. Mais vous ne faites rien. Vous n'étiez pas député. Mais si j'étais député, madame. Non, madame, j'étais député. Au pouvoir, vous étiez. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mais pourquoi vous ne votez rien? Quand on est sur l'AME, on vous a pas vu, on n'a pas vu vos représentants. C'est nous qui avons déposé l'amendement de suppression de l'AME. Excusez-moi. C'est Marion Maréchal. Non, il n'était pas là. Mais enfin, c'est eux qui ont déposé l'amendement. N'a pas assisté au débat. Monsieur Collard non plus. Christian Jacob vous dit qu'il a des problèmes de maire et vous lui faites remarquer. On l'a très bien compris. On l'a très bien compris. S'il vous plaît. À l'Assemblée, il faut comme vous au Parlement européen. Nos téléspectateurs ne vous comprennent pas. Vous mentez car c'est le seul argument que vous avez. Merci. Mais non. Ils ont été les premiers à déposer, et j'en appelle aux internautes qui retrouveront le communiqué de presse, les premiers à déposer la proposition de suppression de l'AME, et c'est vous qui ne l'avez pas voté. Nous avons mis en place un forfait. Ils vérifieront, ne vous inquiétez, s'il vous plaît. Et excusez-moi, Eva Joly, qui n'a pas vos voix, va prendre la parole. Donc je la lui donne. Je voulais dire que tout cela n'est pas des problèmes abstraits. Lorsque Mme Le Pen parle de l'immigration dans l'abstrait, en réalité, derrière, il y a des êtres humains
des personnes, il y a des Syriens, il y a des Afghans. Est-ce que vous savez le nombre de Syriens que la France a acceptés alors qu'il y a 2 millions et quelques de réfugiés? La France accepte 500 réfugiés. Vous en voulez combien, 500. madame? Est-ce que vous savez combien de réfugiés syriens la Suède, 9,8 millions d'habitants, a accepté? 17 000. Et elle ne met pas de limitation. Tous les Syriens qui arrivent en Suède ont asile politique. Pour dire que nous sommes en train de trahir ce qui fait notre République, ce qui fait la France, c'est-à-dire la capacité d'intégration. Nous l'avons toujours fait. Et dernièrement, je veux dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant, nous avons intégré des républicains espagnols, nous avons intégré des Italiens, des Espagnols, des Portugais et beaucoup de personnes des colonies, anciennes colonies, avec beaucoup de succès. C'est ça la République. Je sais que Madame Le Pen, elle ne croit pas à l'intégration. Elle ne la désire pas. Non, vous avez raison, je crois à l'assimilation, moi. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Je pense que nous, la gauche, nous voulons une République des citoyens et non pas une république ethnique. Une république où on discute si on a le droit d'obtenir la nationalité française pour son conjoint. Cette république-là, elle est mesquine, elle est toute petite. Madame Le Pen diminue la France et la France mérite mieux que ces idées. Madame Joly, moi j'en ai marre des leçons de morale de la gauche. Je vous le dis très clairement et très gentiment. Ah bon. Parce que tous vos petits camarades de jeu de la gauche, l'immigration, c'est pas eux qui la vivent, d'accord? Parce qu'eux, ils sont dans les beaux quartiers, leurs gamins sont dans des écoles privées, et quand on fait comme Monsieur Hollande, et qu'on détourne la carte scolaire pour mettre ses gosses dans les meilleurs lycées de Paris, je vais vous dire, les Français, c'est eux qui la vivent, l'immigration que vous leur proposez. Oh, je sais que ça vous gêne, ça. Ça vous gêne d'être pris en contradiction avec les leçons de morale. On ne fera pas une guerre Saint-Cloud, les rive gauche. Français ne veulent plus de vos leçons de morale. Moi, je considère qu'ils ont un droit, madame, supérieur dans leur propre pays. C'est la honte. Ils ont un droit supérieur la solidarité dans leur propre pays. Madame Joly, un Français sur 3 ne se soigne pas correctement. 8 millions de Français sont en dessous du seuil de pauvreté. 5 millions officiellement de Français sont au chômage. Il y a 1,5 million de Français qui attendent un logement social. De 12 milliards par Alors an. combien d'immigrés voulez-vous donc encore accueillir sur le territoire Alors, national? Vous insistez beaucoup ce soir. Où allez-vous les loger? Comment allez-vous les soigner alors que les hôpitaux n'arrivent même plus à faire face aujourd'hui à la situation de l'immigration dans notre pays? Comment allez-vous les nourrir? Comment allez-vous gérer le problème des déficits alors que l'immigration coûte des milliards à la France? Les immigrés rapportent des cotisations, ça a été dit 100 fois, Monsieur Lebray pourrait nous le rappeler. Justifie que nous accueillons sur le territoire. Il y a un excédent de 12 milliards par an dans l'immigration, études université de Lille. Alors il faut la doubler, madame, comme ça il y aura 24 milliards de bénéfices. Marine Le Pen, attendez un instant. Vous insistez beaucoup ce soir sur des questions d'argent et il est tout à fait normal qu'on en parle. C'est un peu normal en On est bien situation de crise, d'accord. non? On est bien d'accord. Il se trouve qu'on a un spécialiste de la santé et un spécialiste de l'histoire et de la démographie. Je vous repose quelques questions parce qu'on a glissé rapidement dessus tout à l'heure. Il y a encore 4 questions qui concernent Leonarda et on vient plus généralement aux questions relatives aux politiques d'immigration. Je vous ai demandé, Hervé Lebras, combien coûtaient les expulsions parce qu'elles ont forcément un coût. Est-ce que ce genre de choses est chiffré? Oui. Ça a été la Cour des comptes a chiffré il y a 4 ans. Elle a trouvé qu'une expulsion coûtait en moyenne 14 500 €, mais elle a signalé qu'elle ne comptait pas le travail des tribunaux administratifs et un certain nombre d'à côté des procédures. Donc ça coûte très cher. Le chiffrage vraisemblable est entre 20 et 25 000 pour 30 000 expulsions, ça fait 750 millions. Ceci dit, il faut expulser aussi, mais il faut voir la difficulté du problème. Si on veut, pour expulser, il faut payer. Expulser, si vous voulez, à quoi se heurte-t-on? Pour expulser, il faut que le pays vers lequel on expulse reconnaisse la personne qu'on expulse comme un de ses citoyens. Et beaucoup de pays ne le font pas ou ne peuvent pas le faire ou ne reconnaissent pas les personnes. Beaucoup de taux d'acceptation sont de l'ordre de 15 ou de 20%. Donc, on est là-dedans devant un véritable problème. Et c'est une des raisons pour laquelle ça coûte très cher. D'immigration. Ça coûte cher maintenant. Mais non, mais je vous explique pourquoi ça coûte cher. C'est tout. On peut entendre les chiffres de part et d'autre. C'est pas illogique. Oui, ça coûte cher, alors justement, Jean-Marie Le Guen, pas... le père de Leonarda a annoncé qu'il comptait revenir en France avec sa famille. Les filières existent et M. Dibrani les connaît sûrement mieux que vous et moi. Que fait-on?
bien, nous allons à la fois renforcer la lutte contre les filières. Je veux signaler qu'il y a eu une augmentation des arrestations sur les filières de plus de 13% cette année. Et donc, c'est une des priorités de Manuel Valls, c'est agir sur les filières d'immigration clandestine. Et par ailleurs, nous continuerons effectivement les expulsions, bien évidemment. Et c'est ce travail-là qui se fait à tous les niveaux, au niveau de la police, mais aussi au niveau de la diplomatie. Monsieur Lebras avait raison de dire qu'il faut aussi agir au plan diplomatique. Bon, le Kosovo, c'est un pays qui est assez largement aujourd'hui aidé par l'Union européenne. Il n'est pas acceptable, que ce soit au Kosovo, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Bulgarie, de voir des populations qui ne sont, en l'occurrence les Roms, qui ne sont en aucune façon intégrées, qui sont laissées dans les mains de mafias, qui effectivement organisent le trafic de main-d'œuvre de façon intermittente entre la Roumanie, la Bulgarie et la France. Et ça, c'est un travail. Alors, il avait été faussé, on l'a rappelé tout à l'heure, par M. Sarkozy, qui avait eu la mauvaise idée de donner une prime au départ, ce qui fait que ça a alimenté la pompe et on a vu comme ça tout un tas de Roumains passer de la Roumanie à la France d'une façon circulaire, si j'ose dire. Bon, ceci a été arrêté par Manuel Valls et il y a un travail en profondeur et il faut que nous convainquions et la Commission européenne, qui de ce point de vue ne fait pas bien son travail, et sous prétexte qu'elle ne le fait pas, elle se contente de faire des commentaires, d'une part, et convaincre les pays sur place, parce qu'il y a de l'argent au niveau de l'Union européenne pour faire ces politiques. Encore faut-il vaincre le racisme de vos amis hongrois, d'un certain nombre de communautés. Oui, M. Orban, qui est un gouvernement avec des tendances antisémites, xénophobes, nationalistes, et qui, effectivement, met les Roms dans une situation de très grande fragilité. Il n'était pas au PPE, non, plutôt ? Écoutez, j'ai l'impression qu'il se rapproche plutôt. Vous verrez entre vous deux, de toute façon, vous avez tendance à fusionner en ce moment. Enfin, ça, vous expliquerez. Bon, mais en tout état de cause, ce type de politique effectivement xénophobes qui ont lieu dans ces pays aboutit à ce que ça soit des pays comme le nôtre qui ont à traiter le problème de l'intégration, de l'éducation de ces populations. Donc il faut être plus ferme au niveau de l'Union européenne, plus ferme au plan diplomatique. Nous le serons. Je viens à l'Europe et à nos politiques d'immigration. Mais on a glissé rapidement là-dessus tout à l'heure. David Revaud-Dallon, dans votre enquête publiée aujourd'hui dans Le Monde, vous dites à la fin de votre papier que certains ministres anonymes commencent à penser que Manuel Valls est un problème et non pas une solution. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer ça ? Oui, jusqu'ici, Manuel Valls, c'était évidemment l'homme fort du gouvernement, le ministre le plus populaire, parfois... Il le reste dans nombre de baromètres. Systématiquement, les affrontements, les confrontations qui s'organisent autour de ces prises de position à l'intérieur de l'exécutif, de la majorité ou de la gauche, tournent à son avantage, puisque ces prises de position sont quasi systématiquement validé par l'opinion quelques jours après. Il y a un débat, ça s'est passé sur la réforme pénale avec Mme Taubira, ça s'est passé sur la question de l'intégration des Roms avec Cécile Duflot, et aujourd'hui ça se passe, et c'est pour cette raison que cette crise politique-là est sans doute la plus sérieuse qu'ait à connaître le président Hollande depuis mai 2012, c'est au cœur du Parti socialiste, de son appareil, de la rue de Solferino, de ses réseaux associatifs, lycéens, etc. Et donc c'est pour ça que c'est très sérieux. Et donc Manuel Valls, une fois de plus, on peut considérer qu'il a étendu son empire idéologique au sein du gouvernement. Vous savez, cette fameuse méthode qui consiste à, entre guillemets, faire tomber les dogmes, les tabous historiques du Parti socialiste. Donc là-dessus, on peut considérer que Valls a gagné, mais là, il est allé un peu trop loin, un peu trop fort. Enfin, il n'a rien fait, puisqu'on l'a vu, c'est le cas de Leonarda, mais c'est juste la politique qu'il mène qui est en question. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Tout part finalement du 21 avril 2002, qui est un véritable traumatisme politique pour la gauche aujourd'hui au pouvoir, et qui a tiré de cette expérience la leçon suivante: il faut faire un aggiornamento sur les deux questions qui ont fait perdre Lionel Jospin à l'époque, c'est-à-dire la sécurité et l'immigration. Et donc, c'est Manuel Valls, qu'on voit ici, qui est chargé d'incarner cette politique, d'incarner cette ligne et de mener cette, comment dirais-je, synthèse entre humanité et fermeté qui a été développée par le président. Le problème, c'est que le visage de Leonarda, c'est un visage humain qui est intervenu et qui est venu percuter totalement cette synthèse-là. Jean-Marie Le Guen évoquait l'engagement 50 du président de la République. Oui. Je lutterai de façon implacable contre l'immigration irrégulière. Il y a eu cette circulaire de novembre 2012. Il y a cette ligne humanité et fermeté. Mais là, on a un visage qui vient rappeler à une partie
de la gauche que finalement, cette ligne d'humanité et de fermeté, en l'occurrence, telle que pratiquée par Manuel Valls, c'est la ligne de la fermeté. Marine Le Pen, visiblement, est très contente de constater que sur les chiffres, il n'y a pas beaucoup de différence entre les politiques d'immigration menées sous le quinquennat précédent et sur le président socialiste. En réalité, il y a quand même des choses qui sont sur le plan du symbole, sur le plan des signes. On parlait de l'abrogation de la circulaire Guéant. On parlait aussi des centres de rétention, etc. On parle des critères de régularisation. C'est la raison pour laquelle Manuel Valls, finalement, est allé trop fort, trop vite et a étendu trop vite son empire. Aujourd'hui, il est en but à une résistance, non pas de la gauche, non pas de la gauche du Parti socialiste, mais du cœur même du PS, puisque c'est le premier secrétaire Alain Désir, on l'a vu, qui désavoue le président de la République dès après son intervention. Donc là, il y a une vraie fracture qu'a révélée cette affaire Leonarda et que le visage de cette adolescente, finalement, je ne dirais pas met à bas, mais pointe toute la contradiction de cette ligne synthétique humanité et fermeté qu'avait voulu promouvoir le président Hollande. Sur la politique menée notamment par le ministre de l'Intérieur, Marine Le Pen vient de vous dire, Jean-Marie Le Guen, c'est de la com. Qu'est-ce que vous répondez ? Je ne crois pas une seconde que ce soit la vérité. Je pense qu'il y a un travail en profondeur, qu'il y a un travail républicain. C'est compliqué de mener ces questions-là, parce que comme le dit David Revaud-Dallon, c'est vrai que la gauche, elle a le cœur généreux et elle est très marquée par tout ce qui est les relents de racisme, de xénophobie, etc. Donc elle est très prudente, très craintive là-dessus. Et donc il lui faut du courage pour reconquérir du terrain. Et puis il y a une gauche aussi, c'est vrai sur ces questions-là comme sur des questions économiques, il y a une gauche un peu qui vit dans le rêve, une partie de cette gauche vit dans le rêve. Et là, parce qu'on est en responsabilité, eh bien il faut qu'on avance et qu'on fasse avancer les choses dans la réalité. Et souvent cette réalité, elle est dure. Elle est compliquée, il faut expliquer, sans arrêt expliquer. On a des images, vous parliez d'images, vous avez raison, et tout d'un coup on est choqué par des images, puis on s'aperçoit que derrière, en fait non, on avait raison, et surtout on est dans un moment où la confiance n'est pas là. Et un autre moment où, en plus, je trouve, ça c'est un reproche que je ferai à ce que nous faisons, à notre action collective, c'est que nous n'assumons pas notre politique. Nous ne l'assumons pas. Nous faisons une politique économique de modernisation de ce pays, nous faisons une politique républicaine d'intégration, mais nous ne l'assumons pas. Et nous sommes un petit peu dans le... Et puis, par ailleurs, la politique étant ce qu'elle est et le PS étant ce qu'il est, il y a aussi les snipers qui s'amusent tout simplement parce qu'ils sont un peu jaloux de la position de Valls. Et donc, ils le tirent s'ils peuvent le faire à un moment ou à un autre. Bon, mais ça, c'est pas le plus intéressant, je dirais, de l'action politique. Vous pensez qu'il y a du sabotage derrière tout ça ? Oh, ben, il y a quelques-uns qui sont bien le secrétaire du Parti socialiste et le président de l'Assemblée nationale. C'est pas simplement pour ses talents de psychanalyste. Je pense qu'ils le font, quoique. Et donc, ils le font aussi parce qu'ils essayent de créer de la défiance. Et ça, c'est pas bien. La réponse est dans votre question, Yves Calvi. Pourquoi, finalement, est-ce qu'il devient un problème, Manuel Valls ? Parce que, effectivement, parce que ses positions gagnent du terrain, parce qu'il déclenche à chaque déplacement, à chaque prise de position, une réaction quasi hystérique dans les franges de la gauche et de plus en plus centrale d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ses rivaux, on peut parler de Claude Barthelone, puisque c'est quand même le président de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État, qui vient recadrer Manuel Valls par tweet interposé en parlant des valeurs et en expliquant que la gauche perdait son âme. Vous me confirmez que les candidats aux municipales le demandent lui et pas les autres ? En tout cas, plutôt lui et plutôt pas les autres, si je puis dire. De manière générale, on peut considérer que les ministres et les membres de cet exécutif sont assez peu demandés sur le terrain par les maires qui ont sur Manuel Valls, plutôt l'intention de mettre en avant les affaires locales et leur bilan local. Et pour le coup, Manuel Valls est l'un de ceux qui est le plus demandé un peu partout en France, dans le rural et dans l'urbain. Eva Joly, est-ce que vous voyez une différence entre la politique d'immigration menée par Manuel Valls et celle de Nicolas Sarkozy ? Pas vraiment. Et je pense que Manuel Valls est là pour endiguer les voix vers le Front National. Mais je pense que c'est une erreur. Et on voit la gauche qui court après la droite, qui, elle, court après l'extrême droite. Et tout cela crée beaucoup de confusion. Je pense que notre intérêt, c'est de rester sur les valeurs de la gauche. C'est comme ça que nous gagnerons les élections. En courant après la droite et l'extrême droite, nous allons perdre notre âme et les élections.
Donc l'objectif, c'est pas de régler les problèmes, en fait. On a bien compris autour de la table, et puis depuis un certain nombre de semaines. Hein. L'objectif, c'est de gagner les élections. Voilà. Et pour ça, on est capable de dire tout l'inverse de tout, de faire une politique incohérente, d'avoir des discours différents pour essayer d'attraper des électeurs à droite à gauche. C'est exactement ce que l'UMPS vient de vous expliquer ce soir, et c'est ce qu'on voit depuis des semaines. Cette politique incohérente. Madame Le Pen, Moi, je voudrais refaire... si M. Hollande est président de la République aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez appelé à faire battre Nicolas Sarkozy. Non, monsieur, c'est donc, grâce M. Hollande doit vous dire merci tous les jours. C'est grâce aux promesses que vous n'avez pas tenues quand vous étiez au pouvoir. C'est vous qui avez appelé à faire battre Nicolas Sarkozy. Moi, je voudrais refaire de la politique. D'accord? Parce que c'est ça qui intéresse les Français. Les histoires au sein du PS, au sein de l'UMP, les batailles d'ego, ça ne les intéresse pas. Il y a eu, sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, 200 000 entrées par an légales d'immigration. Il y a eu, sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, 32 000 régularisations de clandestins par an. Il y a eu, sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, 100 000 naturalisations par an. Ce sont exactement les mêmes chiffres. Au point que d'ailleurs, M. Valls avait dit en arrivant, je compte faire comme Nicolas Sarkozy. Or, il y avait eu une baisse en 2012 parce que c'était une année électorale. Personne n'avait intérêt à faire augmenter le chiffre parce qu'ils avaient peur probablement d'y perdre des voix. Mais la réalité, elle est là. La politique d'immigration est exactement la même. Pour une fois, j'ai les mêmes chiffres que vous. Et on ne vous voyez. Et on ne réglera pas le problème de l'immigration tant qu'on ne réglera pas la maîtrise de nos frontières. Or, l'UMP et le PS ont voté pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Ils peuvent donc pas pleurer aujourd'hui sur le problème des Roms parce que gouverner, c'est prévoir. Et probablement, ils vont d'ailleurs engager la réflexion, comme le veut l'Union européenne, sur l'entrée de l'Albanie dans l'Union européenne. Voilà. Je vais l'interroger. Attendez, un instant. On y vienne un peu. La critique, c'est bien, mais il va peut-être falloir voir ce que vous proposez. L'Albanie va entrer dans l'Union européenne. Très bien. C'est à peu près l'avenir que vous proposez à la France. Très intéressant. Ouais. Vous voulez faire entrer dans l'Union européenne, c'est très intéressant. L'Albanie qui va bien évidemment aggraver le problème de l'immigration clandestine. Écoutez-le, monsieur Dibrani, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va payer, je vais payer l'arrivée en Croatie, que vous avez fait rentrer dans l'Union européenne en juillet, et à partir du moment où je suis en Croatie, c'est bon, je suis en Europe. Vous avez renseigné sur ces filières, si je comprends bien. Je vais où je veux. Eh bien, moi, je dis qu'on ne pourra pas s'en sortir comme cela. Il faut que nous retrouvions la maîtrise de nos frontières. Il faut que nous puissions décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Et il est évident que moi, je ne compte pas sur les autres pays de l'Union européenne pour faire à ma place la police à mes frontières. Marine Le Pen. C'est ainsi, et je crois que l'histoire démontre que les Français ont raison de réclamer le retour de la protection de la nation et qui dit nation, dit évidemment frontière. Marine Le Pen, dans votre projet présidentiel, vous disiez vouloir limiter à 10 000 par an le nombre d'immigrés légaux. Concrètement, comment faites-vous pour passer de 200 000 aujourd'hui ou 190 000 à 10 000? C'est-à-dire, vous divisez le chiffre par 20. Très concrètement, quels moyens mettez-vous en œuvre? Très concrètement, on arrête de donner des titres, des entrées légales, des autorisations d'entrée sur le territoire, car c'est ça en réalité. Les 200 000 entrées légales... Les 58 000 étudiants que nous avons en ce moment sur le territoire, fini les étudiants étrangers? Non, pas fini les étudiants étrangers, mais on peut peut-être avoir des critères qui soient un petit peu plus restrictifs. Je vous signale que là encore, monsieur, c'est bien gentil de faire entrer énormément de gens, mais d'abord ils restent après pour faire concurrence à nos propres étudiants qui terminent leurs études et on les a autorisés à rester sur le territoire national pour travailler. Moi, je pense que la grandeur de la France, ça peut être de former des étudiants étrangers en un nombre qui soit un nombre décidé et qui soit peut-être un peu plus limité. C'est incontestable, monsieur. Mais moi, je veux qu'après, ceux que nous avons formés, ils retournent dans leur pays pour aider leur pays à se développer économiquement, car sinon, ces pays seront condamnés à la pauvreté à perpétuité. Si nous créons des médecins en France, mais qu'ils s'installent à Clamart ou à Clichy, ça n'a aucun intérêt. Autant qu'ils s'installent dans les pays d'Afrique où il y a un manque cruel de médecins, où il y a un manque cruel d'accès aux soins, car sinon, on ne mettra jamais fin à l'immigration. Hervé Lebras. Totalement irréaliste. Jean-Marie Le Guen et Christian Jacob. C'est totalement irréaliste. Mais vous allez me laisser parler. J'écoute vos sermons. Vous êtes un expert de la chose. Vous n'en êtes pas une. Non, bien sûr, j'entends bien. Si on ramène à 10 000 d'abord, il y a la question que vous avez posée, des 65 000 premières entrées d'étudiants étrangers. Je vois mal déjà leurs chiffres divisés par 6 ou 7, sachant que très souvent, c'est notamment des étudiants qui ne viennent pas du Sud, mais qui viennent des États-Unis ou même qui viennent de nations émergentes comme le Brésil. On a tout intérêt à avoir ces étudiants, y compris parce qu'ils retourneront. Tous les chiffres montrent et toutes les enquêtes montrent que
au bout d'un an, 30% après leur diplôme sont restés. Et au bout de 5 énorme. ans, il en reste 15%. C'est énorme, 15% sur 65 000, c'est pratiquement... Par an. Et en Par plus an. de ça, 65 000 par an. je vous ai signalé que l'Allemagne actuellement fait tout pour les retenir. Vous savez parce pourquoi, que, monsieur bien sûr, parce attendez. qu'ils sont très diplômés. Second point. non, on j'aimerais parle qu'on écoute Hervé toujours- Lebras, merci. On parle toujours des entrées. Alors, regarde, mais on ne parle jamais des sorties. Ah oui, C'est-à-dire, bah oui, c'est curieux. Hein, donc voilà, vous réduisez à 10 000 entrées, mais il faut savoir que vous avez plus de 100 000 sorties par an. Les estimations sont difficiles, et dans ces 100 000 sorties, vous avez aussi des sorties de Français, et des Français en nombre non négligeable. Donc vous êtes, je pense, pour une décroissance de la population Vous voulez française. faire entrer là. les étrangers C'est ça et que- faire sortir les Français. Ça, Pour comme ça, ça l'instant, c'est compense. ce qui se passe pour l'instant. Eh ben, c'est exactement ce que je ne veux pas, monsieur. Je suis pas du tout. Ben, justement, c'est ce que vous êtes en train de proposer. C'est exactement ce que je ne veux pas. Très Et je bien, vous si signale ne que voulez tout pas expert ça- que vous êtes, ce que vous dites moi, est expert, je totalement suis pas un contredit expert, par Madame monsieur. Tribala, madame, à oui. qui j'accorde, permettez-moi, plus de crédit qu'à vos propos qui m'apparaissent une nouvelle fois extrêmement déconnectés de la réalité. nouvelle fois. Michel Tribala. Non, mais c'est très bien que vous fassiez ça. Je conseille de lire son livre sur l'immigration qui s'appelle Les yeux grands fermés, car ça vous correspond assez bien. Parfait. Il se trouve que notre invité ce soir, en l'occurrence Hervé Lebras, est un spécialiste, un grand spécialiste de l'histoire et de la démographie reconnu dans toutes les universités françaises. Et donc, quand il prend la parole, ce serait bien qu'on ne l'interrompe pas systématiquement. On termine. Quand on passe mais, très bien. Quand on passe de 200 000 à 10 000, vous nous dites, ça n'est pas possible et ça n'est pas sérieux? Oui, Ou c'est ça n'est pas sérieux du possible, tout. c'est pas la même Et chose. en plus de ça, Moi, c'est j'ai pas la possible, parce solution. qu'il faut bien voir que la composante fondamentale de l'immigration, c'est la santé économique. Quand il suffit de suivre justement la courbe, on n'est pas resté exactement à 191 000 tout le temps. Quand 2008 arrive, l'année suivante, les entrées légales diminuent, et on a connu ça depuis, les statistiques donnent depuis au moins un siècle. Donc l'immigration a fondamentalement une composante économique. Les immigrés ne viennent pas, comme vous le croyez, pour toucher des allocations familiales. D'ailleurs, il y a maintenant très peu de grandes familles chez les immigrés. Ils viennent pour travailler, ils viennent pour se réaliser, Oui, il y a de et ils l'emploi en travaillent, France. et ils se réalisent. Bah oui, et bien quand sûr, on ils regarde, travaillent. quand Il y on a de regarde l'emploi en France, il n'y a pas de chômage, donc, si vous devriez faire une expérience et la proposer, puisque vous ne voulez plus d'immigration, si on dit, voilà, tous les immigrés actuels arrêtent de travailler, la France s'arrêtera de travailler parce qu'ils occupent des positions dont les Français, madame, ne veulent c'est plus. ça, la théorie le plus des Français souvent. paresseux. Bien sûr, Mais oui, ça faisait longtemps qu'on ne c'est l'avait pas qu'ils soient sorti, paresseux, celle-là. c'est qu'ils sont... La théorie des Français paresseux qui préfèrent rester chez eux pour faire travailler les Les immigrés, Français n'en bien veulent sûr. pas parce que, par exemple, d'une façon très simple... C'est pas paresseux, c'est qu'ils ne veulent pas de ces emplois-là, ce qui est quand même Voilà, une différence. c'est tout. Ah, et Ils ont pourquoi d'autres emplois, ils veulent Pourquoi d'autres Parce que emplois. sans doute, ils sont Eh ben, difficiles. si vous voulez mettre les Français, les forcer à prendre les emplois des immigrés, mettez ça dans votre programme. Dites voilà, désormais, monsieur, il me semblait on qu'il y va avait obliger les 40%. Français Mais à monsieur- être cuisiniers, serveurs. Monsieur Chiffre, C'est ça, monsieur très bien. Chiffre, il me semblait qu'il y avait je suis pas- 40% des Mais Français. monsieur Chiffre, vous n'êtes pas mauvaise non plus. Jean-Marie Le Guen. Vous nous en avez Il me aligné. semblait qu'il y avait Vous nous avez 40% aligné. des Puis Christian étrangers Jacob. en situation Jean-Marc- légale qui étaient au chômage en France. Non, c'est Alors, complètement- Madame Le Jean-Marie Pen, Le Guen. si vous voulez bien, C'est- moi je voudrais venir maintenant à D'accord. ce qui est votre programme. Parce que vos imprécations, on les connaît, on les entend. Mais votre programme, il est d'une autre nature. Et je Laissez-moi en pense parler, que hein. vous J'en avez. parlerai mieux que vous, je je vais, pense. si vous le permettez, je vais l'introduire. Ah. Et donc, ce que je Maintenant, voulais pire. vous dire, c'est que je pense que vous représentez aujourd'hui une audience politique. Et moi, je ne vous prends pas à la légère. Alors, j'ai regardé votre programme. Votre programme, parmi tout un tas d'autres fadaises et de choses qui sont plus ou moins agréables à lire, il y a au moins deux choses qui sont tout à fait fondamentales. C'est d'une part le fait que vous voulez sortir non seulement de la zone euro, mais par le biais justement pour réduire les 200 000, c'est-à-dire sortir de Schengen, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Voilà la position qui est la vôtre. Et d'une part, et d'autre part, la préférence nationale, qui est aussi totalement contradictoire avec la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc, madame, ce que vous nous proposez, c'est en fait, au-delà de la xénophobie, un choc politique absolument majeur qui nous coupera absolument de tous nos voisins parce que nous sortirons au milieu d'une crise politique profonde de nos voisins, sortis de l'Union européenne. Rajoutez à ça une crise économique majeure avec une sortie de la zone euro. Le soleil tombe à ce Le moment-là. tout, mais vous en êtes pas loin, madame. Le soleil, il est bien sûr. déjà tombé, on ça. sait où et quand. La mer, ça Ça sèche. fait 50 ans que votre courant d'extrême droite n'avait pas eu le Allez, droit oh, d'être il fallait- entendu. Vous avez le droit à une prime à chaque fois que vous le dites ou... Oui, madame, l'extrême droite, pendant 50 ans, s'est tue dans notre pays. On sait pourquoi. Maintenant, il réapparaît et il faut qu'on fasse de la pédagogie parce que malheureusement,
les défenses spontanées que nous avions par rapport à vos idées ont un petit peu disparu. Je suis content d'être le je veux centre de ce dire débat, monsieur que la Ruffini. politique qui est la vôtre est une politique de profonde rupture avec le cadre diplomatique, économique et social de notre pays. Cela aboutirait, et votre politique, au-delà de la violence et des peurs qu'elle met en œuvre dans notre pays, ou qu'elle mettrait en œuvre. Mais si, madame, ailleurs, quand vous dénoncez, vous prenez des politiques de bouc émissaire, cela crée des tensions dans la société. Des tensions de gens qui passent parfois à l'acte et d'autres qui sont amenés forcément à se mobiliser contre ce type de menaces. Et donc vous mettez des tensions dans la société française. Mais au-delà de ça, votre politique économique, votre politique diplomatique, vos relations aux autres, à nos amis et alliés européens, est d'une telle tension que vous créez un véritable chaos. Vous créeriez un véritable chaos dans ce pays. Voilà ce que les Français doivent savoir. C'est que non seulement vos discours sont des discours dangereux, mais que vos propositions, et j'ai la faiblesse de croire que même si vous n'y croyez pas, à un moment ou à un autre, si vous étiez en responsabilité, vous seriez amené à aller sur ce chemin mènerait la France au chaos. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes un parmi un certain nombre d'autres dans le système à avoir comme seul argument le catastrophisme. Vous surfez sur la peur, comme on dit. J'ai quelques longueurs de retard vis-à-vis de vous, quand même. En l'occurrence, monsieur, vous vous trompez. Car je ne suis pas la seule à avoir le projet de demander aux Français par référendum s'ils veulent rester dans l'Union européenne. Il y en a un autre, c'est M. Cameron. Je ne suis pas la seule à dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir effectivement réfléchir à revoir un certain nombre de traités. De la France aussi. Non, mais à revoir un certain nombre de traités, dont ceux qui nous empêchent de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Il y a M. Cameron aussi qui considère la même chose que moi. Et je pense que beaucoup d'autres vont considérer également, au fur et à mesure du temps, que l'on ne peut plus supporter un poids tel que celui-ci et une absence totale de maîtrise de nos frontières. Vous me parlez de mon programme économique, mais regardez le vôtre, monsieur. Regardez vos résultats, car on juge l'arbre à ses fruits, permettez-moi. Et le moins que l'on puisse dire, je juge à ses c'est racines. que la politique Ces racines, on les connaît. Ah, bah c'est bien, vous êtes attaché aux racines, c'est très bien. Mais en l'occurrence, moi, je juge l'arbre à ses fruits. Et les Français aussi. Et ils s'aperçoivent que vous êtes en train de vous agiter en faisant croire que vous avez la moindre maîtrise de la politique en France. La réalité, c'est que vous avez zéro maîtrise. Parce que c'est l'Union européenne qui décide dans notre pays. Vous avez confié les rênes de la France à l'Union européenne. C'est elle qui décide la politique d'immigration. C'est elle qui décide l'austérité mise en œuvre. C'est elle qui décide de notre budget. C'est elle qui décide de nos lois, puisque tout député que vous êtes les uns et les autres, la réalité, c'est que 80% des lois que vous votez sont en réalité des transcriptions des directives européennes. Voyez, moi, ce que je veux faire, c'est rendre aux Français la maîtrise de leur destin. Je veux que ce soit eux qui décident et pas les technocrates de Bruxelles. Je veux qu'on revienne au référendum et au référendum d'initiative populaire. Je veux que tous les Français puissent se faire représenter à l'Assemblée nationale par le vote à la proportionnelle. Je veux qu'on retrouve une politique où l'État soit un État stratège et non pas entre les mains des puissances financières. Et je veux enfin que, encore une fois, ceux à qui l'on accorde la nationalité française le méritent. Voilà, le mérite. Que ce ne soit pas automatique comme c'est le cas aujourd'hui. Et je veux arrêter l'immigration, car je considère que l'immigration est aujourd'hui un des plus grands dangers. Non, mais très bien. Alors, parfait. Christian Jacob, pardonnez-moi. Christian Jacob. Un peu plus au Parlement européen, vous soyez présente de temps en temps. À force de ronger votre os, il n'y aura plus. Mais non, mais. C'est le même depuis tout à l'heure. Vous n'avez rien d'autre à dire? C'est dommage de prendre ces indemnités et s'en aller comme ça, de jamais voter, de jamais participer à aucun débat. Pourquoi? Mais vous êtes la plus absente. Vous êtes la plus absente. Parlez politique. Christian Jacob. Sur le fond, trois sujets. Oui, écoutez. Écoutez, au moins on parle de politique, et M. Le Gouen, au moins. Ce soir, je ne tiendrai pas le cahier de texte du Parlement européen, donc allez-y. Moi, je pense qu'il y a trois sujets. On a évoqué le premier, qui est celui de l'attractivité sociale. J'en ai parlé tout à l'heure, avec les sujets de l'AME, du RSA, etc. On a les fondamentaux de l'immigration. Et puis, il y a effectivement le sujet européen, et notamment sur Schengen. Sur Schengen, la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire qu'on a besoin d'avoir une vraie gouvernance politique de Schengen, c'est-à-dire d'avoir un système de sanctions pour les États qui sont défaillants, qui aujourd'hui n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs. On l'a fait. Quels États? Citons-les si on veut être concret. Les États qui sont aujourd'hui sur les frontières extérieures de l'Union européenne
et qui n'assume pas ses responsabilités. On peut très bien avoir... Alors, ils nous disent qu'on les a laissés totalement tomber. Et d'ailleurs, le terme à la mode, c'est de dire aidez-nous à affronter ce fardeau. Eh bien oui, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une vraie gouvernance politique qui n'existe pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune sanction vis-à-vis des États défaillants. Donc ça peut être l'exclusion, ça peut être des sanctions financières. Ça veut dire aussi qu'il faut, dans cette gouvernance politique, avoir... Ça peut être un ministre qui en soit en charge de façon à avancer vers l'harmonisation. L'harmonisation sur le droit d'asile. Ça peut être sur la nationalisation, sur les régularisations. Et là-dessus, on a besoin d'avoir davantage d'harmonisation. Et si on n'avance pas sur ce point-là, la France doit prendre ses responsabilités et se poser la question de son maintien à Schengen, dans l'espace Schengen, si ses responsabilités ne sont pas assumées. Vous envisagez une sortie de la France de l'espace Schengen? Non, mais attendez, mais laissez-le l'expliquer. On va finir la soirée, vous serez ensemble, on va vous laisser. Attendez, c'est grâce à vous. Christophe Jacob, vous envisagez sérieusement une France hors Schengen. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Tout à fait. C'est ce que nous avions dans notre programme pour les présidentielles et pour les législatives aux dernières élections, de poser un certain nombre de conditions. Et dans ces conditions, il y avait effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas de défaillance des États, mettre une gouvernance en place pour avancer sur l'harmonisation. Et si rien ne bouge, eh bien de pouvoir en tirer les conséquences. Ça n'est pas nouveau, nous l'avons dit, et c'était dans notre programme pour les présidentielles et les législatives. Eva Joly. Le programme de Marine Le Pen fait souffler un vent mauvais sur l'Europe. C'est le nôtre, là, en l'occurrence. Ça n'intéresse pas, ça. Il n'y a que le mien qui intéresse manifestement. Non, elle s'adresse bien à Marine Le Pen, les choses sont très claires. Merci. Voilà. Merci. On a vu la semaine dernière la tête de liste de Rethel traiter notre ministre de la Justice de singe, de mettre une photo d'un singe à côté de celle de notre garde des Sceaux. Et je n'ai pas entendu que Marine Le Pen a présenté des excuses à Christiane Taubira. Vous êtes magistrate. Je n'ai pas entendu les excuses. Par contre, j'ai vu que vous déposiez plainte parce que vous n'aimez pas quand on rappelle effectivement vos racines d'extrême droite dans votre parti. Et voilà vos racines, madame. Voilà. Vous voulez qu'on parle des racines? Les voilà, regardez. C'est un bel article du Monde. Que vous faites, pédophilie, verre de honte. Que vous faites. Les voilà les racines des Vous verts. permettez, on laisse Eva Joly terminer. Non. Merci. Regardez la phrase en bas qui dit c'est en France que la complaisance à l'égard de ces théories a été la Marine Le plus Pen, lourde. si vous le voulez bien, merci. Ce sont ces idées-là qui ont armé Anders Breivik, Bering en Norvège. C'est exactement les idées racistes. Et donc, c'est ça que Madame Le Pen nous propose, c'est d'opposer les Français les uns aux autres. Et moi, je dis que cela, vraiment, ce n'est pas porteur d'avenir pour notre pays. Nous méritons mieux que les théories de Madame Le Pen. Au-delà des procédures judiciaires, juste une question. Parce qu'elle elle vient de vous poser une question intéressante. Le fait que vous ayez, pardonnez-moi, le fait que vous ayez éventuellement quelques mots tout simplement de regret vis-à-vis de Madame Taubira, c'est pas très compliqué à exprimer. Écoutez, et je ne vous ai pas entendu le faire. Voilà. Donc si vous ne voulez pas le faire, vous nous le dites. Monsieur, moi, je vous fais pas de votre vous texte. dire que moi, Madame est magistrate, mais manifestement, elle a oublié. Moi, j'ai été avocate et je n'ai pas oublié. En France, la responsabilité pénale du fait d'autrui n'existe pas, monsieur. Moi, j'ai réagi en présidente de mouvement politique et j'ai réagi avec une rapidité et une fermeté que je n'ai pas beaucoup vue dans d'autres partis politiques face à des brebis galeuses ou face à des dérapages. Permettez-moi de vous le dire. J'ai immédiatement suspendu cette candidate de sa tête de liste et je l'ai immédiatement convoquée devant la commission de discipline du Front National où je pense qu'elle sait elle-même qu'elle a peu de chances de ne pas être exclue. C'est aussi un injure en millions de Français de Vous feriez mieux de suspendre M. Guérini, vous. D'accord. Et puis après, vous viendrez parler. C'est fait, madame, je vous rassure. Mais j'aimerais savoir, vous en suspendez combien par semaine qui pensent tout haut ce que vous disent tout haut, ce que pensent tout bas? Mais monsieur Le Gouen, vous n'avez pas besoin, écoutez, franchement, vous n'avez pas besoin de vous mettre au niveau de madame 2%. Là, franchement, bon. Je me retourne à nouveau vers Eva Joly. On ne comprend pas toujours, ou bien, pardonnez-moi, la politique prônée par Europe Écologie Les Verts en matière d'immigration. Il n'y a pas qu'en matière d'immigration. Souhaitez-vous, oui ou non, limiter ou contrôler ces flux migratoires? Nous pensons que ce qui est normal, c'est la liberté de circulation et que l'immigration a été un atout pour la France depuis toujours et qu'on ne peut pas s'opposer vraiment à l'immigration. On le voit aux États-Unis, il y a 11 millions de Mexicains
illégales aux États-Unis qui font tourner l'économie. Et aujourd'hui, même les républicains demandent leur régularisation. On ne peut pas faire de l'Europe une forteresse. Ça a un coût incroyable, financier et humain. Ce n'est pas l'avenir. Et vous savez que les réfugiés, ce n'est pas fini. Il y a la Syrie dont je parle, et vous êtes très heureux que la France n'en accepte que 500. Mais nous avons les centaines de millions de réfugiés climatiques à venir, dont il va falloir que nous prenions notre part. Et nous ne pouvons pas imaginer que l'Europe va être une forteresse. Vous êtes favorable aux régularisations de sans-papiers ou de clandestins dans notre pays au moment où nous parlons? Moi, je suis favorable à leur régularisation, oui. Vous comprenez que ça inquiète énormément de Français. Mais c'est parce que, justement, ce n'est pas une vraie discussion politique que nous avons, c'est une discussion complètement idéologique. On n'entend pas la science, on n'entend pas, la réalité de la problématique aspirante. La France n'est pas si attractive que ça. Et qu'il y a d'autres pays en Europe qui en attirent beaucoup plus. Et nous devons aussi prendre notre part de la misère du monde. Avant de nous séparer, je vais vous faire remarquer que la famille Dibrani... Je suis tout à fait d'accord avec Eva Joly pour dire, je pense que la France est un beau modèle d'intégration et que certains pays scandinaves, qui viennent souvent nous donner des leçons, n'ont pas ce même modèle d'intégration que le nôtre. Alors il y a bien Ibrahimovic là qui est en Suède, qui fonctionne bien hein, visiblement, mais souvent nous avons, je pense, et c'était une gloire de la République française, d'avoir une politique de naturalisation et d'intégration. Et c'est ce qui a fait la force de la France. C'est ce qui a fait l'histoire de la France. C'est justement l'intégration que Mme Le Pen ne souhaite pas, ne désire pas. L'assimilation, permettez-moi, je l'ai toujours dit, moi je suis cohérente, vous savez, dans le projet qui est le mien, je ne change pas d'avis toutes les 5 minutes, ou tous les 5 ans, ou admettez au moins cela, accordez-moi au moins cela. Voilà. La famille Dibrani était en France depuis 5 ans. Est-ce que ça vous inspire un commentaire? Oui, là, on vient de vivre une espèce de crise incroyable pendant une semaine. La famille Dibrani, elle était en France de façon totalement illégale, mais en même temps supervisée par des services sociaux, etc. Depuis... C'est un dysfonctionnement réel. Il faut réformer le droit d'asile, notamment pour que les vrais demandeurs de droit d'asile puissent avoir un accès plus rapide à la reconnaissance de leurs droits et qu'on soit évidemment beaucoup plus regardant vis-à-vis de ceux qui utilisent, et c'est évidemment le cas de la famille Dibrani, c'est malheureux à dire mais c'est comme ça, qui ont utilisé le droit d'asile pour se maintenir sur le territoire national. Avec un dysfonctionnement qui fait que ça a duré 4 ans, il n'y avait aucune raison. Donc il faut que nous réformions ce droit d'asile, non pas dans ses principes fondamentaux, à savoir le fait que la France reconnaît le droit d'asile, mais dans les procédures qui aujourd'hui sont détournées, utilisées et finalement discriminent les véritables demandeurs de droit d'asile. Oui, il faut rappeler qu'il y a peut-être eu ce monsieur, mais que sur l'ensemble des demandeurs d'asile en France chaque année, seulement 15% reçoivent satisfaction. Il y a quand même 85% de refus, donc le tri est quand même un tri sélectif. C'est pas de faire croire que nous sommes une passoire est absolument inexact. Christian Jacob, bien sûr. D'un mot là-dessus. Moi, je suis, vous voyez, sur ce point tout à fait d'accord avec Jean-Marie Le Guen. Il faut effectivement réformer le droit d'asile. Parce que par l'utilisation à répétition, là, c'est 7 demandes d'asile qui ont été faites. Et dès qu'il y a réception d'une demande, et s'il y a des enfants, les enfants sont scolarisés. Lorsque les enfants ont été scolarisés pendant 3 ans, la famille n'est plus en situation d'être expulsable. Et donc, on se trouve dans cette situation de fragilité par ces demandes à répétition et par le détournement du droit d'asile. Donc, effectivement, il faut le revoir et limiter les possibilités de recours dans le temps. Jean-François Copé a récemment parlé de réformer le droit du sol. Ça a longtemps été une proposition du Front National et jamais l'UMP n'avait remis en question ce principe. Pourquoi On voit qu'il court après le Front National, c'est terrible. Non, mais attendez... Nous avons besoin d'une droite républicaine, monsieur. Et pas que vous courez après le Front National. D'accord. La gauche vous tense, monsieur. Oui, j'entends bien. Mais je ne suis pas plus sensible à ces arguments qu'aux vôtres, Madame Le Pen. Au règlement intérieur de l'UMPS. Et donc, écoutez, arrêtez avec ça. Je vous dis, si Monsieur Hollande est président de la République, il vous le doit. C'est vous qui avez appelé à le faire élire. C'est vous qui avez appelé à le faire élire. Mais non, vous avez appelé à faire élire Monsieur Hollande. Vous jouez les pompiers pyromanes. Ma question, Marine Le Pen. Les Français qui ont voté, c'est
ni vous ni. Bon, voilà. Madame Le Pen, c'est parce qu'elle a pu. Voilà. À ma question sur le droit, à ma question sur le droit du sol, récemment remise en question et en perspective par Jean-François Copé. Vous nous dites oui. Vous avez deux étrangers en situation irrégulière qui ont un enfant aujourd'hui. Cet enfant peut avoir la nationalité française s'il a résidé pendant 5 ans, entre 11 ans et 18 ans. C'est ça la situation du droit. Moi, je pense qu'il doit formaliser la demande directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans cette automaticité aujourd'hui telle qu'elle est. Ça doit être une demande qui doit être formalisée à sa majorité et qui doit être étudiée. Ce côté automatique aujourd'hui fait partie des points de fragilité sur lesquels il faut revenir. Et dernière question à David Revaud-Dallon, sans quoi nous allons directement dans le mur pour la diffusion du film qui nous suit. François Hollande avait promis un grand débat, David Revaud-Dallon, sur l'immigration et le droit d'asile. Alors, est-ce que c'est trop sensible et est-ce que c'est passé aux oubliettes ? En tout cas, on peut considérer avec cet épisode qu'il est renvoyé, sans jeu de mots, aux calendes grecques, évidemment. Ça a été le cas pour le droit de vote des immigrés. Souvenez-vous, aux élections locales qui avaient été promis et qui semblent de plus en plus... pour aller au Parlement. Oui, enfin, il l'avait tout de même promis pendant la campagne. Ça semble de plus en plus hasardeux. Et de même, ce grand débat, dans les circonstances actuelles, après l'épisode de la réforme pénale, après cet épisode, évidemment... concernant la famille d'Ibrani, et on est certain que ce débat n'arrivera pas de sitôt dans les rangs de la majorité. J'en suis moins sûr. Et en tout cas, si vous avez des informations, dites-le nous. Écoutez, sur l'affaire du droit d'asile, là, les choses, me semble-t-il, il y a un constat pour dire que ça dysfonctionne, donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. J'entends tous les arguments que vous donnez. Et vous êtes un analyste politique. Mais néanmoins, je constate que l'affaire du droit d'asile dysfonctionne, qu'il y a un consensus, il y a un constat assez largement partagé. Je pense qu'il faudra aller vers... Sur le droit de vote, certainement pas. Ça, on avait compris. Convenez que sur tous les sujets qui ont un rapport avec cette fermeté et humanité, on a plutôt tendance, du côté de l'exécutif, à les repousser le plus loin possible. Je dis bien, mais... Merci à tous. Les livres de l'émission. Eva Joly, Sans tricher, aux éditions Les Arènes. Vous parlez notamment dans le dernier chapitre de votre rapport à la France, paru aux éditions Les Arènes. Et puis, bien entendu, Hervé Lebras, Le mystère français, avec Emmanuel Todd, paru aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Excellent, ce livre. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé ce débat, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes. La semaine prochaine, pas de mots croisés. Vous découvrirez les nouveaux Eldorado avec un œil sur la planète. On se retrouve, nous, le 4 novembre. Belle fin de soirée avec le Ciné Club, les Rolling Stones filmés par Jean-Luc Godard. Le film s'intitule One plus One. Merci de votre fidélité. À dans 15 jours.